Alors, nous avons maintenant le nouveau plan Westpath et nous reconnaissons le directeur de Westpath, le Bishop Robert Snavy et Andrew Hedren. Nous vous demandons de leur souhaiter la bienvenue. Merci, Bishop Bear. Bonjour à tous. Salutations au nom de Jésus-Christ. Eh bien, je suis très heureux de voir qu'il y a tant de gens dans cette salle qui, en fait, sont engagés à l'avenir de la... Nous sommes, en fait, nous nous focalisons sur le mandat de notre Église pour la transformation du monde. Je parle aujourd'hui non pas en tant qu'évêque de la conférence du Rio Mexique, mais aussi et en particulier en tant que directeur du conseil d'administration de Westpath et au nom du conseil d'administration de Westpath. C'est en fait un honneur par le biais de ces 4 ans de servir en tant que directeur du conseil d'administration Westpath et l'une des 11 agences de l'Église méthodiste que nous administrons les pensions et ainsi que d'autres plans de retraite pour beaucoup d'entre vous qui ont servi donc que ce soit clergé ou laïque pour que vous puissiez vous focaliser sur votre travail et sur votre ministère. Certains pensent que Westpath est en fait là pour les pensions et pour les retraites. Eh bien, Westpath, c'est comme ça identifié dans notre livre de discipline encore à l'heure actuelle. Mais en fait, nous avons été connus sous le nom de Westpath depuis 2016 et Westpath honore John Wesley et reflète l'engagement de nos agences à offrir un moyen d'avoir une sécurité financière pour ceux qui ont servi à l'Église aux États-Unis et dans les conférences centrales. Le nom Westpath indique intégrité, compétence, transparence et cette conférence générale a déjà officiellement voté de changer le nom de Conseil général des pensions à Westpath dans le livre suivant de la discipline. Westpath se préoccupe du ministère depuis 1908. Les méthodistes ont participé d'une manière ou d'une autre aux retraites depuis plus de 200 ans. Westpath servira le ministère, les églises et les congrégations de l'Église dans les décennies à venir. Westpath se préoccupe profondément de l'avenir de notre Église et en particulier des personnes qui ont dévoué leur vie au ministère. Westpath et la législation de Westpath pour cette conférence générale est basée sur les soins ou sur les préoccupations que nous avons pour ceux qui servent. Et je pense que vous allez voir certaines photos de personnes qui, en fait, soutiennent cette mission. Le nom de Westpath a été conçu pour soutenir les pétitions, en fait, sont conçues pour soutenir la viabilité à long terme de l'Église méthodiste et ses programmes. Et pour une Église qui a changé tant depuis 2016, le conseil de directeur qui est élu par l'Église a essayé d'équilibrer lors de nouveaux plans abordables et durables. Les pétitions cherchent à avoir un équilibre, une stabilité des plans de retraite pour plus de 100 000 personnes qui sont servies par Westpath dans le monde. Dans quelques minutes, le secrétaire général de Westpath, Andy Hedren, va donc nous parler de ses réflexions pour nous dire comment les pétitions de Westpath soutiennent l'Église. Mais avant que Andy vienne nous rejoindre, je voudrais en parler un petit peu plus. Andy est en fait l'une des personnes les plus passionnées et dynamiques que je connaisse. Il est passionné par son travail, il est passionné par Westpath, il est passionné par l'Église méthodiste unie et par son avenir. Il a servi avec Westpath depuis 20 ans. Et c'est sa 3e année en tant que secrétaire général et sa 5e participation à la conférence générale. Il est très connu et il est reconnu dans l'ensemble des méthodistes unis. Certains d'entre vous, vous le reconnaîtrez des conférences générales de 2016 et 2019, où il a été souvent appelé au micro, très souvent, pour répondre à des questions sur les retraites, sur les avantages du clergé et la désaffiliation. Andy croit au pouvoir des relations
Si vous le rencontrez une fois, vous le verrez immédiatement et vous verrez immédiatement qu'il se préoccupe véritablement de vous, de votre famille, de votre Église et de votre ministère. Andy a noué des relations solides dans le monde entier au sein de l'Église méthodiste unie, mais ces relations vont bien au-delà de l'Église méthodiste unie, à travers toute une gamme d'autres partenaires religieux grâce à son travail interconfessionnel en faveur de l'Église et de leurs travailleurs. C'est donc ce vaste réseau de relations qui donne à Andy la profondeur et la largeur de vue si importante dans son rôle de secrétaire général de Westpath. En tant que président du conseil d'administration de Westpath, je peux affirmer sans aucune équivoque qu'Andy était la bonne personne au bon moment pour devenir secrétaire général lorsque la secrétaire générale précédente, Barbara Bordegrain, a pris sa retraite à la fin de 2021. Barbara a dirigé Westpath pendant 27 ans et c'est absolument incroyable l'impact qu'elle a pu avoir, directement et indirectement, sur les vies de dizaines de milliers de membres du clergé et de leurs familles. Andy a travaillé avec elle pendant plus de 15 ans et a appris donc les ficelles du métier sous ses conseils. Et Westpath ne pourrait pas être en meilleure main que sous la direction d'Andy. Il a fait entrer Westpath dans une nouvelle ère, non seulement pour cette agence générale, mais, chose encore plus importante, pour l'Église méthodiste unie, en trouvant de nouvelles façons d'être méthodiste unie, d'être l'UMC, et en renouvelant notre engagement envers la mission et le ministère de l'Église. Nous nous trouvons à un carrefour, à la croisée des chemins. Westpath a été et reste une présence stable, fiable et équilibrée face à l'incertitude et aux perturbations. Au moment où notre Église trouve un renouveau au sens de sa mission et se reconsacre à la formation des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde, Westpath s'engage à assumer ses responsabilités en tant que gestionnaire fidèle de vos ressources et de votre bien-être. Je vous remercie et aidez-moi à accueillir Andy Hendren, secrétaire général de Westpath. Bonjour, mes frères et mes sœurs méthodistes. Alors, je suis Andy Hendren, je suis un homme blanc, adulte, un mari fier d'être marié à une Anglaise qui va avoir son master en travail social dimanche. Elle va recevoir son diplôme dimanche. Et au nom de mes collègues de Westpath, je voudrais vous présenter nos prières quand vous allez discerner l'avenir de cette Église méthodiste. Si vous voulez vous fier à ce que je vous dis au sujet des propositions de retraite, je pense que vous devez en savoir plus un petit peu, plus sur mon parcours. J'ai été élevée dans l'Église baptiste du Sud et je ne me sentais pas à l'aise dans cette Église. Ça n'était pas ce que j'avais dans le cœur. Je ne pouvais pas poser de questions théologiques qui étaient un peu compliquées. Et en fait, ça m'a vraiment dégoûtée ou détournée de l'Église. Alors, j'avais un ami, pendant que j'étais à l'adolescence, il était pasteur dans une église méthodiste qui était juste de l'autre côté de mon église baptiste. Et en 2008, à ma première conférence à Fort Worth, en fait, j'ai rencontré Beverly Bomer, qui était déléguée quand je venais en fait de rejoindre le personnel de Westpath, et c'était elle le leader de ce groupe de jeunes. Et ce groupe de jeunes au sein de l'Église méthodiste me laissait poser des questions. Ils m'ont alimenté, ils m'ont nourri avec le méthodisme uni et avec la possibilité de voir, de considérer ou d'envisager les Écritures avec une expérience. Et donc, à Lockens, ils nous laissaient danser avec des filles, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment attirée. Et essentiellement,
Quand j'étais un jeune adulte, je n'allais pas à l'église et ça a duré jusqu'à pendant très très longtemps, même après avoir rejoint Westpac. Mais plus en fait j'étais à Westpac, plus on m'a donné d'opportunités de travailler avec le clergé dans toutes les dénominations, avec les évêques, et plus en fait j'ai été attirée par cette vision sociale, et plus j'étais à Westpac et plus en fait je suis tombée amoureux de l'Église. Alors, comme nous tous, j'ai eu des moments où, bien sûr, cette Église m'a laissé tomber ou m'a déçue. À la conférence générale de 2019, il y a eu un moment où il y a eu un vote qui était très dur après un débat très très vigoureux, et tous les gens étaient très très déçus, et l'évêque Salidic m'a vue et elle a vu que vraiment j'avais été déstabilisée par ça, j'avais été vraiment affectée par ça. Elle est venue me voir et elle m'a demandé si j'avais besoin d'une embrassade, et j'ai répondu oui. Et en fait, on s'est embrassé. Elle m'a demandé si j'étais méthodiste ou si c'était juste mon travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que je suis un méthodiste et que c'est plus que mon emploi. J'ai trouvé en fait ma foi par le biais de mon travail à Westpac. Et cette foi est très importante pour moi. Alors, Westpac fait énormément de travail avec toute la connexion mondialement. Nous avons un programme pour les conférences centrales. Et le plus clair de mon temps aujourd'hui, je vais parler effectivement du programme de retraite pour le clergé américain. Mais nous avons des programmes aussi pour les conférences qui se trouvent à l'étranger. Et si vous voulez bien mettre l'autre diapositive à l'écran, nous avons des priorités. Donc pour cette conférence, nous avons certaines priorités. Et les voilà. La législation sur les plans de retraite, c'est tout simplement le plan de retraite. Les investissements durables, donc le paragraphe 717, c'est un autre article au calendrier, et la régionalisation. Pour revenir un petit peu en arrière, je voudrais parler de la manière dont le programme pour les conférences centrales fonctionne, pour le distinguer de la manière dont ça fonctionne aux États-Unis. Les programmes à l'étranger ont été démarrés en 2004. Nous avons levé 20 millions de dollars sur 8 ans. Et nous avons ensuite levé 5 millions supplémentaires. Et donc, cela a permis de soutenir les personnes qui étaient en retraite. Nous avons soutenu plus de 3600 pasteurs retraités et leurs conjoints en Afrique, aux Philippines et en Europe. Et j'ai eu la possibilité de voyager, de rencontrer au Mozambique et au Zimbabwe l'année dernière. C'était en fait mon premier voyage dans les conférences centrales. Et ça a été vraiment quelque chose de très puissant. Voilà les photos que j'ai eues. Je suis allée à Africa University. Nous avons rencontré Dr Magato et nous avons travaillé pour le personnel à Africa University qui ne sont pas du Zimbabwe. Mais en fait, j'ai passé beaucoup de temps et j'ai aussi rencontré les évêques Nanala et Niwatiwa. Mais j'ai passé en fait surtout beaucoup de temps avec des retraités, des veuves, des orphelins. Et ici, le révérend Litio, que j'ai rencontré ici dans un tout petit village à Cambine, près de la mission méthodiste unie de Cambine au Mozambique. Et il avait à l'époque 106 ans. Pardon. Il était né juste quelques années seulement après la fondation de notre agence générale, donc le Conseil général des pensions, des retraites. Nous avons parlé, il a fallu 2 personnes qui traduisaient entre le dialecte local de Tswa et en portugais, et du portugais en anglais, pour que en fait on puisse se comprendre, ou on arrivait un petit peu à se comprendre, et vice-versa, pour que moi je puisse effectivement lui parler aussi. Mais même si on ne s'est pas complètement compris, je pense, nous avons
nous avons noué des liens chaleureux, on a chanté. Il m'a expliqué à quel point sa pension de Westpac était nécessaire, comment il l'utilise pour payer ses médicaments, pour payer ses lunettes de vue et les volumes de documents à lire, parce que c'était ça, son passe-temps favori. Alors, ce que cela m'a montré, c'est que c'était en fait un exemple vivant, un exemple réel, une démonstration, une preuve de la manière dont les retraites pour les clergés, ça a été important ces 200 dernières années, 240 ans. En 1784, la dénomination a créé le premier fonds pour les pasteurs épuisés. Et en fait, je suis sûre qu'en fait, ils l'ont fait après une semaine de travail pendant une conférence générale. J'en suis sûre. Et comme vous le savez, notre conférence ici est... notre rôle est bien sûr de s'assurer que tout ceci est adéquat pour une bonne retraite. Nous avons soumis des pétitions. La plupart de ces pétitions se trouvent sur le bloc de résolution. Les pétitions sont en fait sur les investissements durables et les avantages, les plans de retraite, la législation sur ça. Les plans des États-Unis, en fait, sont en fait gouvernés par l'Église dans son ensemble. Nous ne pouvons faire aucun changement à ces plans pour les États-Unis sans qu'il y ait un accord de cette conférence. Donc, les conférences centrales peuvent changer leurs plans pour répondre à leur contexte. Donc, en fait, les délégués du Nord Katanga n'ont pas voté pour les Philippines, mais en fait, tous les plans, en fait, ici aux États-Unis, eh bien, ils doivent être entérinés par les délégués du monde entier. Ils doivent comprendre quels sont ces plans et ça prend du temps. Et ça n'est pas, en fait, une manière très efficace d'utiliser ceci. Je ne préférerais pas me trouver ici pour vous parler des plans, des programmes pour les États-Unis. Alors que si nous avons cette approche de régionalisation, nous pourrons faire un amendement au plan américain dans le contexte américain, qui s'applique effectivement aux personnes qui sont américaines. Donc, la focaliser, c'est en fait, donc, on parle de changer de ce plan actuel qui s'appelle le programme de sécurité, le CRSP. Nous aimons bien sûr les acronymes. Et donc, nous voulons fermer ce plan. Et en fait, ce matin, donc, vous avez voté ce matin, effectivement, pour clore ce plan. Le deuxième plan, c'est une pétition pour remplacer le CRSP avec un plan qui s'appelle Compass. Et ça, c'est ce dont je vais parler un petit peu plus. Pour comprendre un petit peu pourquoi est-ce que nous voulons passer à un plan différent? Pourquoi? Les gens nous disent, mais les retraites, c'est formidable. On m'a dit que je devrais me battre pour ma pension. Moi, je ne veux pas, en fait, arriver à un bilan comptable pour... ça, c'est en fait le monde de la comptabilité. En fait, nous avons étudié la viabilité de ceci, mais en fait, si vous voyez un petit peu en 1982, eh bien, quand le plan... a commencé, il y avait en fait 1000, le plan MPP, il y avait en fait 1000 personnes qui allaient à l'église pour les retraités. Mais en 2022, il n'y en a que 236. Donc il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup moins d'églises locales, il y a beaucoup moins de membres de l'église locale pour soutenir les pensions, en fait les retraites, pour soutenir les pasteurs retraités. Donc, croyez-moi, les plans que nous fermons sont très bien financés. Et ça, je voudrais que vous compreniez ça très bien. Mais pour que ces plans soient plus viables à long terme, nous avons besoin de passer à une conception différente. Et en fait, la conférence de 2024 a ajouté plusieurs millions de dollars aux obligations de cette dénomination à long terme. Et voilà ce que cela montre ici. Les obligations
vont jusqu'au siècle suivant, même si on fermait ça aujourd'hui. Donc, ils sont très bien fondés, ils sont très bien financés. Mais pour en fait continuer à ajouter beaucoup plus à cette courbe, c'est très dur dans une église qui est en train de rétrécir. Les confessions diminuent partout aux États-Unis. Nous le reconnaissons, mais pour assurer que le clergé d'aujourd'hui est un régime durable, il faut faire quelque chose maintenant. Nous voulons assurer que le clergé actuel est une bonne retraite. Mais j'aimerais commencer par ce qui ne change pas. Si vous écoutez, si vous avez des soucis, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Si vous êtes déjà à la retraite et que vous recevez des prestations, rien ne change. Un vote par la conférence générale de fermer un programme et de commencer un autre ne touchera pas au paiement des personnes qui sont maintenant à la retraite. Vous verrez vos virements dans vos comptes bancaires. Si vous êtes en service actif, que vous êtes membre travaillant du clergé, vos investissements sont en sécurité. Ça ne va pas disparaître, on ne va pas le convertir en autre chose. Les prestations que vous avez accrues resteront là pour vous jusqu'au moment de votre retraite avec des augmentations pour l'inflation. Vous allez commencer à partir de janvier 2026 à accumuler des prestations dans des comptes individuels pour vous. Vous aurez peut-être un pied dans un programme et l'autre pied dans l'autre, mais ce n'est pas mauvais. Pour les membres du clergé qui sont jeunes, le plan Compass sera leur plan essentiel. Et c'est sur ça que nous allons passer beaucoup de temps d'éducation dans les 18 mois qui viennent. Compass, en fait, ça vous dirige, ça vous met sur la bonne voie. C'est pour ça qu'on l'a appelé compas, boussole. Autre chose qui ne change pas, c'est l'admissibilité. Chaque personne qui a droit à être membre de CRSP reste admissible dans le plan. Mais les conférences annuelles peuvent, rappelez-vous, changer l'admissibilité pour les membres à mi-temps. Donc, si vous êtes à mi-temps et que vous n'êtes pas admissible, vous avez d'autres options. La conférence peut vous offrir d'autres prestations, mais pas le programme obligatoire pour le clergé américain. Nous avons conçu ce programme avec 5 valeurs. Ces valeurs reflètent des valeurs fondamentales de l'Église méthodiste unie. Tout d'abord, il y a la durabilité, l'abordabilité. On s'attaque à l'adéquation, l'équité pour le clergé et la flexibilité pour les gens qui sont en train d'entrer et de quitter. Nous avons travaillé avec beaucoup de parties prenantes. On n'a pas fait ça dans le vide. On l'a fait sur le fond dont je viens de parler et on a fait participer des gens, des parties prenantes de par l'Église. Nous avons impliqué les trésoriers des conférences annuelles, des jeunes, et on s'est dit la transition, elle ne sera pas facile d'avoir l'adéquation et l'équité. Donc, nous avons dû faire des compromis. Ça, c'est pour être candide avec vous. L'effort de avoir en fait donc l'accessibilité financière, l'adéquation des revenus en fait, c'est qu'en fait Compass est légèrement moins généreux que le CRSP. Et ça, c'est pour être ouvert, pour être transparent. C'est un peu moins généreux, mais aussi pour être transparent, il y a des risques. En fait, une retraite à paiement défini, là, l'Église, en fait, supporte tout le risque. Mais dans ce nouveau plan, il y a en fait des risques partagés. Et dans nos conférences, nous pouvons mitiger par l'éducation ces risques. La durabilité, la viabilité, cette première valeur, c'est focalisé sur un bon financement quand vous prendrez votre retraite,
quand vos enfants se sont appelés au ministère. La viabilité signifie également que nous devons en fait mitiger les risques financiers imprévisibles pour une Église qui est en déclin. Ceci coûte moins cher pour les églises et les conférences annuelles. Cela veut dire plus d'argent pour investir dans le ministère. Mais cela veut dire également que l'on peut travailler avec ce qui se passe. Donc, des gens qui sont affectés de telle manière à ne pas être dans le programme de pension primaire. Ça veut dire aussi que c'est en fait un fardeau moins lourd sur l'Église. L'adéquation des revenus. Nous avons conçu le plan à avoir un taux de remplacement à la retraite d'au moins 75% de ce qu'une personne a gagné pendant sa carrière active de pasteur, combiné avec la sécurité sociale. Nous avons également construit le plan pour qu'il y ait des taux de remplacement plus élevés pour certains, dont ceux qui sont à des salaires inférieurs. Donc de 75 à 90%, c'est adéquat, mais c'est aussi plus facile pour l'Église. En termes d'équité, un des principes fondamentaux, ça c'est la justice. En fait, c'est une des valeurs fondamentales de l'Église connexionniste. En fait, nous avons plusieurs caractéristiques spéciales pour aider les membres du clergé qui se trouvent au bas de l'échelle des salaires, dont les membres du clergé qui remboursent leurs prêts de séminaire, ou ceux qui vivent dans des presbytères, ou ceux qui servent dans de petites églises dans des zones rurales mal desservies. Ou, en fait, il y a l'idée d'une prestation de base à chacun, quel que soit son salaire. Cela crée en fait un taux de cotisation plus élevé par rapport au salaire pour les membres du clergé les moins bien rémunérés. La valeur que nous calculons et que nous utilisons pour calculer les cotisations de retraite va augmenter pour ceux qui vivent dans un presbytère. Cela devrait aider pour ceux qui doivent s'acheter une maison une fois arrivés à la retraite. Compass propose en fait donc une contribution plus élevée. Ensuite, Compass offre de la flexibilité. Vous avez la possibilité de l'argent sur votre compte à vos héritiers après votre décès et au décès de votre épouse ou époux. Donc, dans le plan actuel, quand les deux membres du couple meurent, en fait, il n'y a pas de possibilité de transfert aux enfants. Ici, ce n'est pas le cas. En fait, il y a possibilité de transfert aux générations futures. Donc, meilleure possibilité d'équité. Compass diffère également en ce sens que il y a des comptes. C'est différent d'une pension. Vous êtes le propriétaire de votre compte. Vous pouvez vérifier le montant dans votre compte par notre système en ligne. Cet argent vous appartient, à vous. Donc, j'expliquerai pourquoi c'est important pour les investissements. Mais, comme je l'ai dit, les plans de régime de bilan comptable, c'est égal pour cet argent, en fait, vous appartient et passe à vos héritiers. Dans un programme traditionnel de pension, les gens vivent peu de temps, eh bien, leurs prestations, ils touchent beaucoup moins. Donc, Compass est basé en partie sur la responsabilité partagée, on en a parlé. La première partie de Compass, c'est $150 par mois pour chaque personne qui est dans le plan. C'est la cotisation de base. C'est un pourcentage plus élevé pour les membres du clergé moins bien rémunérés. Et puis, il y a une deuxième cotisation qui correspond à 3% du salaire du participant.
du participant. Donc, puis il y aura une troisième cotisation si le participant, lui, verse une cotisation personnelle de sa part, de son chèque. Donc, si vous versez 4%, vous recevez 4% de plus. Donc, on demande en fait aux membres du clergé de participer plus activement à leur propre plan de retraite. Et c'est comme ça que ça marche pour la plupart des laïcs dans la conférence annuelle générale ici. Ici aux États-Unis, c'est habituel. Et dans certaines conférences centrales, c'est justement des régimes de retraite où l'on contribue personnellement. Alors, deux éléments futurs de caractéristiques spéciales. Donc, on compte en fait les paiements des prêts étudiants comme s'il s'agissait de cotisations personnelles. Si vous nous faites savoir que vous êtes en train de rembourser un prêt étudiant, eh bien là, il y aura une contribution comparable. Donc, vous pouvez payer vos prêts universitaires et recevoir une cotisation. Autre chose qui va aider pour un meilleur avenir, c'est en fait l'inscription automatique. Les membres du clergé sont automatiquement inscrits pour cotiser à hauteur de 4% de leur salaire. Et nous le savons, il y a beaucoup d'inertie dans nos vies et nous espérons en fait que les gens vont s'adapter à ça. Et il y a en fait une augmentation automatique. Donc chaque année, vous avez une majoration de 1%. Donc, ça veut dire que par ce petit pouce, les gens commencent à épargner davantage. Donc, la distinction avec Compass, c'est un régime basé sur des comptes. Ce n'est pas un régime de retraite traditionnel comme CRSP où vous voyez un versement d'un certain montant chaque mois jusqu'à la fin de la vie. Et en toute transparence, encore une fois, Compass, il n'y a pas de garantie d'un revenu à vie. Et ça, c'est un grand changement. Cependant, quand on cherche à mitiger les risques dans la mesure du possible, nous avons en fait une fonction de gestion des versements innovatrice et primée qui tient compte de votre compte que vous avez. On essaie de recréer en fait la facilité d'un programme de régime. Il y a un algorithme qui en fait ça automatiquement pour vous en fonction de votre âge, de votre bilan comptable et donc en fait vous l'adaptez à vous. Donc cela va vous aider pour que votre solde de compte dure pendant toute votre vie. Donc ça essaie en fait de faire part de cette idée un revenu à vie, mais ça ne crée pas d'obligation à long terme pour l'Église. Donc cette queue qu'on a vue sur la diapositive, elle ne se prolonge pas. Nous avons eu l'avantage d'avoir beaucoup d'interactions avec vous, avec beaucoup de délégations, et nous avons entendu des soucis. Compass a été publié aujourd'hui dans le DCA et le bloc de résolution 804, et nous avons déjà entendu qu'en fait, il a été retiré du bloc de résolution et il y aura un débat en plénière. Nous écoutons vos soucis. Je pense que les gens qui l'ont enlevé du bloc de résolution ont des soucis en matière d'équité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce à quoi je m'engage à votre égard, c'est que Westpath vous écoute. Westpath, c'est important pour la durabilité que ce programme soit approuvé. Un amendement de la part de la plénière, c'est difficile. Il nous a fallu 8 ans pour le concevoir, mais nous voulons être responsifs par rapport à l'Église. Nous voulons vous écouter. Donc, je vous prends l'engagement, moi personnellement, d'apporter des améliorations à la conférence générale de 2028. Nous savons qu'il y a des questions d'équité de paiement de salaire dans l'Église et dans la société générale. Et un programme de retraite, on ne peut pas y résoudre par ce biais.
Mais nous pouvons améliorer le régime de retraite. C'est là notre objectif à nous. Donc, je vous demande de nous faire confiance. Donc, encore une fois, les soldes de compte, cet argent vous appartient. Ça n'appartient pas à Westpath ou à l'Église dans un grand compte pour vous payer. Non, c'est votre compte à vous. Si vous quittez le ministère, vous pouvez prendre cet argent et le placer ailleurs. Quand les comptes appartiennent aux individus, nous savons que 100 000 personnes ne sont pas tous des membres du clergé. Dans Compass, ce seront tous des membres du clergé, mais notre investissement, nos programmes d'investissement s'appliquent à tous nos programmes de retraite pour les agences générales, pour les maisons de retraite, pour les laïcs qui travaillent dans les églises locales. Il y a 100 000 personnes et 100 000 points de vue différents. Nous espérons nous aligner avec les valeurs fondamentales de l'Église méthodiste unie et nous l'avons fait et nous le ferons. Mais ce que j'ai dit au comité de recherche quand ils m'ont posé la question « Pourquoi voulez-vous ce poste ?» L'évêque Schneese était membre, m'a dit « Pourquoi voulez-vous ce travail où il y a toutes ces désaffiliations, il y a l'incertitude des bourses, il y a le rétrécissement de l'Église ?» J'ai dit « C'est parce que je suis inspiré par la philosophie d'investissement durable. Je pense que Westpath, sa démarche d'investissement est un exemple vivant du monde réel, de la mise en œuvre des valeurs fondamentales de l'Église. C'est pour ça que moi, je suis engagée, passionnée de Westpath, non pas simplement pour être intendant fidèle et soigné de vos investissements, mais aussi des investissements, des investisseurs institutionnels. Nous devons chercher à maximiser le retour sur investissement. C'est notre objectif premier. Et c'est notre objectif premier dans le droit séculaire. Mais je sais qu'en même temps, nous avons toujours prendre soin de nos communautés dans le monde naturel par nos investissements. Je crois que nous pouvons utiliser Compass et les comptes qui sont créés pour créer un programme de retraite durable et utiliser nos investissements pour faire le bien dans le monde. Nous avons travaillé dur au fil des ans pour être des investisseurs responsables et engagés. Et je vous dis ça parce que c'est notre responsabilité de faire en sorte que ces comptes grandissent pour que vous ayez tous, en fait, une retraite stable. Dans le livre de discipline, nous devons nous aligner et investir pour des retours sur investissement. Mais nous devons également nous aligner avec les valeurs de l'UMC, dont le droit de l'homme et la protection de l'environnement. Westpath Westpath désire participer à la protection de la création et nous voulons défendre les droits de tous. Nous poursuivons une transition vers un avenir durable à faible émission de carbone en engageant les entreprises sur leur empreinte carbone et en déplaçant les investissements vers les entreprises qui s'adaptent mieux aux risques climatiques. Nous sommes conscients que le passage à une économie à faible émission, eh bien là, ce sont les gens ce sont les plus démunis. Donc nous voulons poursuivre non seulement des façons de transitionner, mais de le faire de manière équitable et juste. Nous voulons nous occuper des gens, des travailleurs. Nous voulons en fait nous engager en faire les droits de l'homme. En fait, dans le public, dans The Financial Times, j'ai signalé Mondelez International qui fabrique Oreos, les cookies Oreos, disent que les investisseurs ne s'intéressent pas à leurs investissements en Russie. Mais j'ai dit que oui, nous y intéressons. Je lui ai dit qu'il avait tort. On a plusieurs démarches, on a 3 démarches différentes pour faire le bien dans le monde et pour assurer qu'il y a un bon retour sur investissement. Pour moi, ce ne sont pas des choses opposées. Il n'y a pas un choix entre
un bon investissement et l'engagement. Nous appliquons toutes ces valeurs pour apporter des changements dans le monde. Nous utilisons une démarche à 3 piliers pour les investissements durables. Investir d'une manière positive pour apporter une différence, comme l'énergie durable, soutenable, l'investissement dans le micro-financement pour que les gens puissent développer des entreprises et développer leur richesse. Le deuxième pilier, c'est de nous engager auprès des sociétés elles-mêmes, comme je viens de décrire. Et puis troisièmement, nous évitons, quand c'est prudent, nous évitons les risques quand les investissements ont des risques ou qu'ils ne s'alignent pas avec les valeurs à long terme concernant l'alcool, le tabac, le jeu, les prisons privées et les armes à feu. Nous excluons aussi les compagnies qui sont en fait très risquées, comme par exemple la banque israélienne qui en fait soutient les installations. Et donc, c'est en fait quelque chose qui reflète nos valeurs, que ce soit en fait du point de vue financier, du point de vue de l'Église. C'est ce que nous appelons notre approche basée sur une analyse. Et pour ceux en fait qui veulent éviter certains types d'investissements dans leur compte pour la retraite, ça c'est la partie qui, à mon avis, est celle qui est en fait le plus dans l'esprit de cette conférence. Nous avons des fonds que nous avons créés qui s'appellent nos fonds sur le choix de valeurs sociales, qui sont une option pour les participants, pour qu'ils puissent insurer. Et ça exclut bien sûr les combustibles fossiles, les sociétés qui sont identifiées comme ayant des problèmes en termes de droits humains. C'est une option. Cela permet d'aligner les investissements des retraités dans leurs comptes sur leurs convictions personnelles. Nous avons l'intention que ceci soit beaucoup plus disponible. Nous l'avons déjà annoncé. Ce sera en fait beaucoup plus disponible pour la Fondation, pour d'autres investisseurs. Et lorsque Campass sera mis en œuvre en 2026, eh bien, ces options seront mises à disposition pour tous les membres du clergé, pour tous les fonds qu'ils ont dans leur régime de retraite. Nous savons que certaines personnes veulent adopter un engagement, une approche d'engagement pleine de réflexion, que certains veulent plus d'exclusion qui suivent leurs valeurs. Et nous pensons qu'avoir le choix, donner beaucoup plus d'options, nous essayons d'écouter, nous essayons de faire que ces fonds de valeurs sociales reflètent de plus en plus les préoccupations des personnes dans l'Église. Et nous pensons que c'est en fait cet aspect inclusif et c'est en fait l'approche la meilleure pour aligner les investissements sur les valeurs. Tous les fonds seront investis dans la lignée des principes sociaux, mais nous continuerons à développer ces fonds pour ceux qui ont de très grandes préoccupations. J'espère qu'après des années de conflits au sein de l'Église, nous pourrons donner des options aux personnes et espérer que nous convenons de ne pas être d'accord. Je vais conclure avec des réflexions finales. Cela a été vraiment formidable d'être ici. Cette conférence, après 5 autres conférences, est très différente. Je suis fière, ça me rend fière d'être un méthodiste uni. Je fais partie de l'église Urban Church à Chicago. C'est une petite église qui a plusieurs endroits, très inclusive. Et nous avons eu pas mal de problèmes pendant le Covid. Et nous avons mis en œuvre en fait, il n'y avait qu'environ une douzaine de personnes qui venaient à l'église le dimanche.
Et avant la Covid, nous avions un lieu qui était un théâtre beaucoup plus important. Et Pablo Rivera, qui était notre nouveau pasteur, était en fait plein d'énergie, il était nouveau et en particulier, il avait attiré la communauté latina. Et nous avions plus de personnes et nous avons eu 75 personnes pour Pâques. Et c'était vraiment formidable parce que notre pasteur exécutif, eh bien, en fait, c'est à lui que revient le mérite. Et la conférence du nord de l'Illinois nous a fait confiance dans cette église de Urban Village. Mais c'est ça l'histoire de renouveau, de mission et la focalisation. Ce que je veux laisser avec vous, c'est en fait ce régime, ce plan, si en fait il est beaucoup plus abordable, eh bien, tout en étant bien sûr équitable et adéquat, eh bien, il peut en fait libérer beaucoup plus de ressources pour les ministères comme cette église Urban Village pour en fait apporter une différence dans le monde. Et ça, c'est ça que nous voulons faire à Westpath. Nous voulons soutenir cette église au mieux de nos possibilités parce que nous en faisons partie. Je vous remercie de votre attention et je vous bénis pour le restant de cette conférence.